J'ai testé l'imprimante la plus attendue des passionnés. Et franchement, je comprends pourquoi. C'est certainement une des meilleures machines de ce début d'année 2026 et certains disent même de la décennie. Je parle bien évidemment de la Snapmaker U1. Et cette dernière, elle compte faire de l'ombre à tous ses concurrents. Bamboo, Creality ou encore Prusa. Avec cette U1, le fabricant chinois risque de faire une entrée fracassante dans la cour des grands. Et on va pas s'attarder davantage parce que je sais qu'on a tous hâte de voir ce que cette machine a vraiment sous le capot. Ah, et pour tous ceux qui souhaitent gagner cette machine, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on vous explique comment faire. Allons donc voir ça de plus près. Si cette vidéo te plaît, pense à liker et t'abonner. Ça nous aide énormément à faire grandir la chaîne. Et en plus de ça, chaque semaine, on te prépare une nouvelle vidéo sur le monde de la 3D. Et si tu souhaites aller plus loin et apprendre à concevoir tes propres modèles tout en maîtrisant l'impression 3D, on a développé une formation qui est certifiante, reconnue par l'État et finançable jusqu'à 100%. Tu pourras la suivre en individuel ou en petit groupe et tu seras accompagné pas à pas par un expert. Et on a déjà plus de 450 avis positifs. Donc si ça t'intéresse, je te mets un petit lien en description. Cette U1, elle était initialement développée en collaboration avec Xtool. Le but des deux marques, venir concurrencer l'empire de Bambu Lab. Bref, partenariat avec Xtool ou pas, ce qui est sûr, c'est qu'entre août et septembre, Snapmaker a donc lancé une immense campagne de financement sur la plateforme Kickstarter. Résultat, plus de 20 millions d'euros ont été récoltés. Ce qui représente quand même une somme monstrueuse pour un tel projet. On peut donc dire que la U1, avant même de sortir, était déjà un franc succès. Et nombreux sont ceux qui s'en frottent les mains. Tandis que d'autres, évidemment, remettent quelque peu en question la crédibilité du fabricant chinois dans le monde de l'impression 3D FDM. Cette dernière était affichée à un prix de base de 999 $, mais vous pouviez avoir la U1 pour 749, 799 ou 849 $, en fonction tout simplement de la date à laquelle vous précommandiez votre machine. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait, on l'a acheté en précommande, cette dernière s'est donc bien fait désirer. Niveau tarif, on l'a compris, on est donc sur une imprimante moyenne gamme. C'est un peu moins cher qu'une K2 Plus ou qu'une X1 Carbone. Pourtant, ce qui est fou, c'est que l'imprimante présente de très beaux accessoires. Des features dignes d'un produit à plus de 1500-2000 €. Au vu du prix, comme ça, on peut presque se demander si c'est pas un peu trop beau pour être vrai. L'imprimante, elle a tout d'une Prusa XL, mais elle coûte 4 fois moins cher. Franchement, ça n'a aucun sens. Cette Snapmaker U1 a sans doute le potentiel de bouleverser le milieu de l'impression 3D. Et à mon avis, on n'est pas encore prêt. Allez, sortons-la donc ensemble de son carton. Il faut noter que la U1, elle est livrée préassemblée, mais faut toutefois enfiler son petit costume de Bob le bricoleur pendant 1 à 2 heures, afin d'installer notamment les câbles et les équipements de la machine. C'est un peu relou, on n'est pas sur une machine clé en main. Mais c'est un peu normal, on parle quand même d'une machine à 4 têtes d'impression, faut bien assembler tout ça. Après, pas de panique, hein. Pour tous ceux qui ont l'habitude de monter des meubles Ikea, vous devriez très bien vous en sortir vous-même. Et pour les autres, concentrez-vous 2 minutes sur le manuel d'installation qui, je trouve, est très bien fait. Je vous explique quand même un peu ce que vous devrez faire. Vous avez des cadres en plastique qui sont à enlever. Faut aussi brancher la clé USB et vérifier que les fils ne s'entremêlent pas. Après, n'oubliez pas de connecter les tubes PTFE, sinon vous ne pourrez là aussi pas imprimer. Et comme vous pouvez le voir, on accroche 2 bobines de chaque côté de la machine. Et voilà, normalement notre U1, elle est enfin prête pour le combat.
À première vue, je dirais que le style de la machine est très épuré. Un peu façon bambou, si je peux me permettre une comparaison. La machine, elle se connecte par Wi-Fi. Notre petite Snapmaker, elle se pilote via un écran tactile de 3,5 pouces. Et niveau détail, vous remarquez cette fenêtre à l'arrière de la machine. Pratique si jamais vous souhaitez regarder ou filmer votre imprimante avec un angle un peu différent. En parlant justement de captation d'image, vous avez une caméra qui est intégrée, là aussi pour tenter de faire les plus belles timelapses de vos créations. Petit point ventilation maintenant, vous en avez sur le côté pour faire entrer de l'air bien frais dans la chambre. Et à l'extérieur, on a un ventilateur de refroidissement sur le côté gauche du châssis. Juste en dessous de notre U1, on peut également voir des amortisseurs de vibration, pratiques pour améliorer la qualité de nos impressions. Voyons maintenant les features les plus importantes de la machine. Déjà, vous avez un plateau de 270 mm. Ça paraît basique, mais c'est un tout petit peu plus que le volume classique en 256 qui est adopté par la plupart des marques et qui est le standard, on va dire, aujourd'hui. Et côté vitesse d'impression, on serait sur une vitesse de 500 mm/s. C'est vraiment devenu la norme aujourd'hui sur les machines de ce tarif. Après, encore faut-il faire de la qualité à cette vitesse. La température, là aussi, elle est classique. On a 300 degrés de température max pour l'extrusion et le plateau, il peut monter jusqu'à 100 degrés. Tout ça n'est pas fini, vous vous en doutez. Actuellement, en 2025-2026, c'est vraiment la période du multicouleur et surtout de la gestion des déchets plastiques. Toutes les marques, évidemment, sortent soi-disant des machines spécialisées dans le multicouleur ou le multimatériau. On peut citer Bamboo avec leur H2C Vortex, on peut citer la K2+, avec le système CFS, on peut citer Anycubic avec leur système ACE. Il y en a pour tous les goûts et tous les prix. Bref, la Snapmaker U1, elle rentre évidemment dans le game du multicolor, mais contrairement à pas mal de ses concurrentes, elle n'utilise pas un système type AMS ou même double buse. Non. À l'instar d'une Prusa XL, la Snapmaker U1, elle intègre à son ossature plusieurs têtes d'impression. Et pour être précis, on en a 4. Et c'est ça la feature la plus importante de la machine. C'est ça qui rend justement si exceptionnelle cette dernière, du moins sur le papier. Et oui, grâce à ces 4 modules qui possèdent chacune leur propre buse, pas besoin de purger à chaque changement, comme ça peut être le cas sur les systèmes type AMS. Là, l'imprimante, elle va juste faire un petit nettoyage rapido pour éviter les coulures. Et ensuite, elle change de couleur ou de matériau sans galérer. Et ça se passe officiellement en 3 secondes chrono. Ça se veut donc bien plus rapide que les 8 secondes qui étaient annoncées par Bamboo avec son système Vortex. Et qui était déjà à l'époque génial. Et pour bien vous faire comprendre le système, chaque tête d'impression, elle est associée à une bobine de filament différente. Ce qui fait que même si vous avez un gros print multicolore, et notre U1, elle est censée faire très peu de déchets. Du moins, beaucoup moins que tous ses rivales. Le système de Snapmaker va donc vous réduire votre gaspillage de filaments de moitié, voire même plus, étant donné qu'il n'y a pas besoin de purger à chaque changement de couleur. Non, là, avec la U1, la purge, elle se fait seulement lorsque vous changez de nouvelles bobines. Et ça, c'est vraiment un avantage de dingue, parce que quand on voit la concurrence à côté avec des systèmes type AMS, et le principal problème, c'est vraiment les déchets qui sont juste délirants. Donc bon, dit comme ça, l'imprimante, elle peut impressionner. Elle se veut être l'imprimante à 4 têtes la plus rentable du marché. En apparence, du moins. Bon, après, il faut quand même citer quelques défauts. Déjà, la U1, elle n'a actuellement pas de chambre fermée. Elle est malheureusement à ciel ouvert. Et ça, franchement, je trouve que c'est super dommage. Là, dès qu'on va vouloir faire des matériaux un peu complexes, c'est foutu. Donc bon, tout ce qui est PC, nylon, c'est mort. Vous ne pourrez pas les imprimer sur cette machine. Et pour ce qui est ABS et ASA, vous allez là aussi énormément galérer. Après, à voir néanmoins ce que ça donne avec le TPU, qui est une matière qui est flexible et qui généralement déteste les systèmes type AMS. Donc là, avec son système 4 têtes, elle pourrait potentiellement sortir du lot. Et pour finir, j'aimerais vous parler d'un détail très appréciable. Chaque Oten possède son propre tampon d'essuyage. C'est un ajout qu'il n'y avait pas sur la Prusa XL par exemple, et ça, je trouve ça très cool. On comprend directement qu'avec ce genre de petites choses, la Snapmaker U1, elle a le souci de la propreté. Et ouais, désolé les fans de Prusa, faut revoir l'hygiène de vos machines. Bon, on a quasiment fait le tour de toutes les features de la U1, mais il y a néanmoins quelques options. Vous pouvez déjà vous faire plaisir avec des buses de rechange ou des Oten tout en métal, qui sont censés supporter plus de chaleur et qui vous permettraient techniquement d'imprimer du nylon. Mais l'option pour moi la plus intéressante, c'est évidemment son caisson.
Car oui, sans enclosure, on est très limité en termes de matériaux d'impression. Par contre, pour obtenir ce caisson, faut payer 200 €. Je trouve ça un peu cher. Après, aujourd'hui, on est seulement sur la première version en AB test de la Snapmaker U1. Et j'espère que cette chambre fermée sera intégrée sur la version classique de l'imprimante. Parce que je trouve ça un peu abusé au regard du tarif de devoir payer ce genre de supplément. Bon, il est temps de prendre en main cette bonne vieille imprimante des familles. Pour commencer, la calibration. Ça vous prendra une vingtaine de minutes, aucune surprise à ce niveau-là. D'ailleurs, la U1, elle est censée détecter les filaments, donc plus besoin de les rentrer manuellement. Mais ça, évidemment, c'est simplement si vous avez des bobines avec des puces RFID, feature de plus en plus développée dans l'industrie. Bref, avec ce détecteur, une fois que vous avez rentré votre filament, la bobine va ensuite tourner toute seule et gérer le cheminement du filament jusqu'à la tête. Voilà, ça me semblait important de le dire. Ah, et d'ailleurs, dernier petit point, Snapmaker possède sa propre version d'Orca. Ce logiciel est donc censé être optimisé pour les machines de la marque, avec à chaque fois des profils d'impression préconfigurés, une meilleure gestion du filament et une interaction directe du cloud de Snapmaker. En clair, ils reprennent les standards classiques d'un écosystème de marque d'imprimante 3D. Et ils veulent vous éviter d'avoir à passer sur des logiciels genre Cura ou Prusa Slicer. C'est finalement un écosystème fermé, un peu comme ce qu'on peut retrouver avec Bamboo. Après, à voir si celui de Snapmaker, qui est quand même plus jeune, reste aussi confortable que ses concurrents et ne provoque pas des petits bugs. Alors, concernant la première impression, la U1, elle nous propose ce sympathique dragon à 4 couleurs. Donc visiblement, on oublie le traditionnel Banshee. C'est vrai que ça me rend toujours un peu triste, mais là en tout cas, notre dragon multicolore est quand même vachement stylé. Et surtout, il nous montre dès le départ les performances de la machine. Et franchement, il est très bien réussi. Il n'y a pas de bavure, il a été réalisé très rapidement, 2h50. Franchement, tout est net, il n'y a vraiment rien à dire. En même temps, c'est normal parce que c'est quand même le fichier G-code qui a été fourni par la machine et il est donc optimisé aux petits oignons. C'est généralement difficile de faire mieux et c'est en quelque sorte la vitrine du fabricant. Passons maintenant au torture test. Vous savez, depuis quelques temps, on a arrêté l'impression de ce type de modèle, tout simplement parce que les machines modernes y arrivaient haut la main et désormais pour les torture tests, on utilise le grille-pain. C'est un objet qui est bien plus compliqué. Donc on est censé mettre davantage en difficulté la machine. Et là, malgré la complexité bien plus importante de ce type de pièce, et bah franchement, le résultat est juste bluffant. Et limite, j'ai l'impression qu'elle réussit davantage le test que certaines machines bien plus haut de gamme, genre H2D. Donc franchement, c'est un gros bravo et je m'attendais pas à une qualité d'impression aussi importante. Alors là, on a fait pour commencer 2 impressions assez chronophages en multicouleur. On a commencé par ce logo Nintendo 74. Vous voyez, on a commencé par le logo de la Nintendo 64, ça nous a quand même pris 19 heures d'impression. Le résultat, il est très bien, les 4 têtes ne déçoivent pas et ça nous aurait pris probablement le double de temps et surtout le triple de déchets si on avait pondu ce genre de pièces avec par exemple une P2S ou une Century Carbon 2. Et ensuite, on s'est amusé à faire le Dragon Shenron. Ce dernier nous a pris 6h48 et on avait fait la même pièce avec la H2C Vortex qui est une machine encore une fois bien plus haut de gamme et cette dernière nous avait pondu cette pièce là mais en 6h43. Donc c'est quasiment kiff mais pour quasiment 3 fois moins cher. Et en plus de ça, j'ai même décidé d'handicaper la U1 parce que la pièce est en réalité bien plus grosse que ma pièce que j'ai imprimée sur la Bamboo. Donc finalement, en termes de vitesse d'impression, et bah la U1 sur du multicouleur est bien plus rapide que tous ses concurrents. Et ça finalement c'est assez normal et je suis peu surpris étant donné que le changement de Hot-End est bien plus efficace et rapide que le changement de bus de Bamboo avec son système Vortex qui était certes déjà pas mal. Et tout ça on l'a eu à peine 900 €. Et pas comme précédemment à 4000 € comme sur la Prusa XL qui propose le même type de technologie. Après j'entends les mauvaises langues vont me dire qu'une Prusa XL sera bien plus fiable et résistante sur le long terme. Mais pour 4 fois plus cher, est-ce que cette différence vaut vraiment le coup ? Je suis pas sûr. On va maintenant passer un petit peu sur le multimatériau.
Donc PLA et PETG, c'est good, on l'a compris. Je vais pas vous embêter avec ce genre de filament traditionnel. D'ailleurs, depuis le début, tous les tests sont réalisés en PLA. Néanmoins, on a décidé quand même de corser un petit peu les choses et on a décidé de faire une impression multicouleur, mais cette fois-ci en TPU. C'est franchement un test qui est pas évident. Le TPU, on le sait, c'est une matière qui est capricieuse. On a dû baisser notre température d'extrudeur et augmenter notre rétractation. Et grâce à ces petits ajustements, on a obtenu un résultat très très cool. Et après, malheureusement, pour toutes les matières un petit peu plus techniques, genre ABS, ASA, on se retrouve bloqué tout simplement parce que c'est une machine ouverte qu'on a. Donc là, je vous embête même pas avec, on n'arrivera pas à les imprimer. Et ça, franchement, c'est quand même relou de ne pas pouvoir imprimer ce type de matière, alors que finalement, on est quand même sur une machine moyen de gamme à 900 €. Bon, je vais pas m'éterniser sur les points forts de la machine, on en a déjà fait le tour 1000 fois, mais c'est évidemment l'impression à plusieurs hautaines. Ce n'est certes pas révolutionnaire, mais ce qui est un grand pas pour l'homme, c'est néanmoins d'avoir un tel système sur un produit aussi peu cher à la vente. On parle d'à peine 1000 €. C'est moins onéreux qu'une X1 Carbone sortie en 2022, qui était, je le rappelle, avec une seule buse. Donc bon, ici, on l'a compris, fini le gaspillage et la perte de temps. Alors, ne vous méprenez pas, la U1, elle n'est pas parfaite pour autant. Je pense néanmoins qu'elle va quand même changer les règles du jeu pour ce qui est du multicolor, mais ça signifie pas non plus qu'il n'y a aucune amélioration à faire sur la machine. Le point faible esthétique / pratique, pour moi, c'est déjà l'absence de questions fermées. Dans la version classique U1, on est ultra limité pour tout ce qui est matériaux techniques. On peut aussi ajouter le fait que le système multicolor soit ouvert. Là, on n'a pas de boîtier comme ce qu'on peut avoir sur d'autres systèmes, donc ça veut dire que nos bobines sont à l'air libre. L'autre truc relou, ce sont les buses. On est seulement sur du 0,4 mm. On peut évidemment acheter en option d'autres buses, du 0,2, 0,6, 0,8. Mais je trouve ça un peu relou, surtout quand on voit le prix de ce type de buse. Et pour finir, l'application téléphone est aujourd'hui vraiment pas folle. On va dire que c'est parce que c'est le lancement de la machine. Et évidemment, au global, quand je vois cette machine, je peux pas m'empêcher de me poser une question qui est ultra importante pour un maker. Est-ce que les utilisateurs devront régulièrement changer de composants? Et à quelle fréquence on va devoir entretenir ce fameux système multicolor? Là aujourd'hui, c'est trop tôt pour le dire. Ça reste néanmoins une grosse zone d'ombre, mais c'est toujours le risque quand on achète des machines en précommande. Et quand je parle de maintenance, je pense par exemple à ce type de petites épingles métalliques qui sont aimantées et qui tiennent le hot-end. À mon avis, ce genre de truc va pas survivre 15 ans. Pareil pour ce qui est de l'entretien de l'extrudeur, vous avez quand même une ouverture pour le faire, mais est-ce que ça va tenir sur le long terme? Mystère. Et comme toujours dans les reviews, on vous fait gagner la machine. Pour tenter de la gagner, c'est super simple. Il suffit d'être abonné à la chaîne, de liker la vidéo et de la commenter. Comme ça, nous, dans la prochaine review, on sélectionne dans tout ça un gagnant. Et pour le coup, j'en profite pour annoncer le gagnant qui s'affiche juste là de la dernière review. Bravo à toi, tu vas kiffer avec cette machine. On te laisse venir la récupérer dans nos locaux. C'est l'heure du verdict. Alors, cette U1, qu'on soit clair, elle a un énorme potentiel. Mais elle n'est pas parfaite pour autant. Comme je l'expliquais, il y a des problèmes et des points d'amélioration. Cette machine, elle semble taillée pour des utilisateurs quotidiens, mais qui vont imprimer uniquement avec des matières assez classiques, genre PLA ou PETG. Et selon moi, elle est peu destinée aux débutants qui veulent se lancer dans l'impression 3D, déjà parce que elle est plutôt chère, 2, j'ai peur qu'il y ait un peu de maintenance à réaliser sur cette machine, et 3, le gaspillage de filaments, c'est finalement un gros problème si vous êtes un gros printer. Si vous faites une petite figurine en PLA tous les 2 mois, ça représente pas beaucoup de déchets. Par contre, peu importe votre profil, ce qui est certain, c'est que si vous utilisez la U1, vous allez évidemment être amoureux du système multicouleur. Ça fait plaisir de voir un système qui est aussi fluide. Cette machine finalement, à l'instar de la gamme X1 de chez Bambu à sa sortie, c'est certes une petite révolution dans le monde de l'impression 3D, mais va falloir sûrement améliorer tout ça et améliorer la fiabilité. Je pense aussi que Bambu, son concurrent direct, risque très probablement de commercialiser une imprimante de la sorte. Leurs machines, elles sont certes incroyables, mais en termes de gestion de déchets, c'est pour l'instant toujours pas l'idéal. Ils ont certes fait un gros pas avec leur système Vortex, mais c'est un truc qui coûte 3000 €.
donc on s'adresse pas du tout au même public. Et là où Snapmaker frappe très fort avec sa U1, c'est justement d'arriver à proposer toutes ces technologies à des tarifs qui sont aussi bas. Et franchement, c'est très intéressant de voir vers quoi le monde de l'impression 3D est en train de se tourner. En tout cas, moi, comme toujours, je suis curieux de connaître votre avis sur cette machine. Désormais, tu sais tout. Et si tu veux aller plus loin et concevoir tes propres modèles 3D, clique sur le lien en description et abonne-toi pour découvrir toutes nos prochaines vidéos. Et moi, je te dis à très vite.